Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Medicine Differently et on va commencer la série du cours du module de la sémiologie endocrinienne de la troisième unité qui est destinée pour les étudiants de la troisième année médecine et on va entamer aujourd'hui un cours hyper intéressant et le premier cours c'est la sémiologie parathyroïdienne. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez-vous les vidéos avec votre collègue et d'ajouter la vidéo message de j'aime et نخلي les liens de قناتي الانستغرام et le Telegram في البوت d'info اللي حاب يطرح الاسئله تاعي ترحم تماك ولا في لي كومونتير اي راح نخلي لو لين دو سو ديالكم ان شاء الله في لا شان دو تيليجرام اللي حاب يرجع له et c'est parti. On commence par parler sur le plan de ce cours-là. Donc, on va commencer par un rappel anatomo-physiologique, un bien comme il faut, sur l'anatomie et la physiologie des glandes parathyroïdiennes. Et aussi, on va parler sur deux grands chapitres, c'est les anomalies fonctionnelles de la parathyroïde. On a l'hyperparathyroïdie et l'hypoparathyroïdie. Donc, il faut connaître et différencier entre les deux situations, soit médecine clinique, les bilans biologiques sont demandés et leurs résultats. D'accord, on commence en première du temps par un rappel anatomophysiologique, on commence par l'anatomie. Donc les parathyroïdes sont des petites glandes, d'accord, sont des petits détails, donc situés sur la face postérieure de la thyroïde, donc au sein de la thyroïde, exactement la face postérieure. Donc environ de 5 mm de diamètre et un poids de 50 à 120 pour chacune. Donc ce sont vraiment des glandes légères, d'accord. Elles sont le plus souvent au nombre de 4. Donc il y en a deux, comme vous savez que la thyroïde fait deux lobes, d'accord, droite et gauche. Donc il y a donc chaque lobe on a deux glandes parathyroïdiennes, donc l'un supérieur et l'autre inférieur. Donc chaque lobe, donc on a la somme de deux supérieurs et deux inférieurs, soit deux parathyroïdes par lobe, d'accord. Le premier lobe et c'est ça le deuxième lobe, d'accord. Il y a deux rapports anatomiques importants de la parathyroïde. On a les rapports vasculaires et les rapports nerveux. Donc les rapports vasculaires, donc les parathyroïdes ont la particularité d'être très richement vascularisés. Maintenant, le rapport vraiment sanguin qui vient du cœur vraiment est très intéressant. Donc leur vascularisation est assurée par les artères thyroïdiennes. Donc les artères thyroïdiennes, elles vont amener le sang oxygéné vers les parathyroïdes pour faire leur fonction métabolique bien comme il faut. Ça pour donc les rapports nerveux, donc se fait par les nerfs récurrentes, d'accord, qui sont responsables pour donner et ramener tous les signaux qui sont nécessaires pour faire l'activité parathyroïdienne. Donc on résume, le rappel anatomique. Donc la situation anatomique de la parathyroïde sont situées à la face postérieure de la thyroïde, d'accord, en première deux choses. Donc sont en nombre de 4, deux supérieurs et deux inférieurs. Pour les rapports, on a rapport vasculaire, donc la vascularisation et la nutrition par le sang oxygéné pour les glandes parathyroïdiennes sont faits par les artères thyroïdiennes et l'énervation se fait par les nerfs récurrents. Ça. Deuxièmement, un petit rappel donc physiologique, donc la fonction endocrine de la parathyroïde. Les glandes parathyroïdiennes sécrètent l'hormone le plus important de leur fonction, c'est le parathormone qui est le PTH, d'accord. Donc la PTH ou la parathormone est une hormone hypercalciante. Comment? Donc l'os. D'accord. Il y a le calcium situé à la surface de l'os. Donc, lorsque on a une état d'hypocalcémie, donc pas vraiment calcium suffisant au niveau de la circulation générale, donc il y a une sécrétion de parathormone par les glandes parathyroïdiennes au niveau osseuse et elle va libérer le calcium de l'os vers la circulation générale. D'accord. Pour augmenter la calcémie, fait le nitaq al-mahdoud, d'accord.
La sécrétion de parathormones est donc sous le contrôle de la concentration plasmatique du calcium ionisé au libre, veut dire qui est situé à la circulation générale. Donc, veut dire que je le calcium comme un rétrocontrôle sur le parathormone. Si il y a une quantité suffisante dans la circulation générale, c'est pas la peine de sécréter le parathormone. S'il y a vraiment une état d'hypocalcémie, les effets sémiologiques et les symptômes qui sont s'accompagner avec cet état, donc il y a vraiment un état nécessaire de la sécrétion de la parathormone. D'accord, par l'intermédiaire du récepteur senseur du calcium, le CASR, d'accord, c'est un récepteur présentant dans les cellules parathyroïdiennes, elle va donner un rétrocontrôle de la calcémie sur le parathormone. Donc, ce type de récepteur, elle va contrôler si il y a une augmentation du taux du calcium. Donc, on va pas obliger de sécréter le parathormone. Si le contraire, donc elle va sécréter ce hormone. Donc la parathormone va avoir pour rôle de maintenir le taux de calcium dans une fourchette physiologique très étroite, d'accord. Valeur normale de la calcémie, je fais aller bien comme il faut. Donc les cas cliniques, alors mais de comme les normes. Donc les donc les valeurs normales est de 2,55 à 2,63 millimol par litre, soit donc il y a deux physiologiques, il y a une millimol par litre, soit en milligrammes par litre, donc 102 à 105,2. Et pour l'hôpital, vous pouvez les deux non, d'accord, soit en millimol par litre, soit en milligrammes par litre, donc selon laboratoire. Donc, puis un rappel aussi important, c'est le métabolisme phosphocalcique. Donc, le calcium est réparti de façon majoritaire au niveau osseux. Donc, au niveau osseux, vraiment très important parce que elle va construire donc à 90% la structure osseuse, donc constituée par le calcium. Les modifications de sa concentration sérique ont des conséquences aiguës ou chroniques, parfois graves. Donc, les états de la dyscalcémie, soit l'hypocalcémie ou l'hypercalcémie, si elle est de façon brutale, vraiment, elle va mettre en jeu le pronostic vital. Donc, il y a vraiment, je vais les états, je vais vous dire عن واحد الحاجة صارت في الستاج نتاعي. Donc, تفهموا علاش l'hypercalcémie ou l'hypocalcémie, vraiment, c'est un état d'urgence. La calcémie est régulée par deux hormones. On a l'hormone parathyroïdien, le parathormone, et le vitamine D, le calcitriol. Donc, le vitamine D, elle va augmenter l'absorption digestive du calcium. On veut dire que c'est l'absorption au niveau intestinal. Donc, elle va favoriser l'entrée du calcium au niveau de la circulation générale. D'accord, la circulation sanguine. Donc, le deuxième hormone qui va intervenir dans cette régulation, c'est le parathormone qui va augmenter la réabsorption tubulaire du calcium et inhibe celle du phosphore. Donc, elle va jouer sur deux géants, donc de façon contraire vraiment. Donc, le calcium qui est situé au niveau sanguin installe une filtration glomérulaire par les glomérules rénaux. Donc, le parathormone est sécrété pour favoriser la réabsorption et le réentrée du calcium au niveau de la circulation générale après la filtration glomérulaire. Donc, mais par contre, elle va vraiment diminuer le taux du phosphore et on peut voir des manifestations. Donc, on a une hyperparathyroïdie, donc une hypophosphorémie et qui va donner des manifestations cliniques des fers, d'accord, et augmente la résorption osseuse. Donc résorption osseuse veut dire la libération du calcium, معناتها من l'os vers le sang, d'accord, c'est ça la résorption osseuse, et stimule la synthèse du calcitriol et le vitamine D pour améliorer le taux du calcium. Donc c'est une cycle, d'accord.
La calcémie régule la synthèse de parathormone par l'intermédiaire de récepteurs sensibles au calcium, présents sur les cellules parathyroïdiennes. Ces récepteurs sont également présents sur les cellules tubulaires rénales et modulent la calciurie en fonction de la calcémie. Donc, toujours la régulation, donc elle va jouer entre deux compartiments, le compartiment sanguin et le compartiment urinaire. Donc, s'il y a vraiment une augmentation significative du calcium, donc on trouve une hypercalciurie pour diminuer, parce que l'hypercalcémie vraiment a des cas graves. Donc, parmi les moyens de régulation du corps, c'est l'élimination du calcium à partir du voie urinaire. D'accord? Donc, toujours, il y a une modulation entre la calciurie et la calcémie. D'accord? Donc, l'hypercalcémie survient lorsque l'entrée du calcium dans la circulation dépasse les sorties. Donc, s'il y a un taux sanguin, d'accord, augmente par rapport au taux urinaire avec les dépôts osseuses. Les dépôts osseuses plus les dépôts urinaires sont inférieurs aux dépôts sanguins. Il est très majoritaire, d'accord? Les deux sources principales du calcium sanguin sont le tube digestif et l'os. Par l'absorption digestive et par la résorption osseuse. Mais il y a deux choses, d'accord? Ça dans la partie sémiologique, et donc comme maintenant l'anatomie et la physiologie. Donc on va parler sur le deuxième chapitre, le chapitre le plus principal, c'est les anomalies fonctionnelles des parathyroïdes. Donc on commence par la première situation qui a l'hyperparathyroïdie. Donc au cours de l'hyperparathyroïdie primaire, donc les primaire, secondaire, d'accord? L'augmentation primitive de la sécrétion de parathormone, donc la parathyroïde, elle va sécréter le parathormone, d'accord? Donc il y a une augmentation du taux plasmatique de parathormone, a pour conséquence une hypercalcémie. Elle va augmenter la résorption osseuse et aussi augmentation de l'absorption digestive, d'accord? Et une hypophosphatémie. Donc, les tubules rénaux, elle va donner la filtration pour le calcium et va donner une réabsorption, mais malheureusement pour le phosphore, elle va donner une excrétion urinaire. Donc, le phosphore, il est inférieur à 0,84 mmol ou 26 mg par litre. Une calcitriolémie, donc l'augmentation du taux de vitamine D, elle va augmenter la synthèse du sous-vitamine. Il existe une hypercalciurie pour compenser le taux de l'hypercalcémie, malgré l'effet hypocalciurant théorique de la parathormone sur le tubule, du fait de l'hyper-résorption osseuse, de l'hyper-réabsorption digestive du calcium secondaire à l'hypercalcitriomie. مثلا هنا لي غام مش راح تسمك شغل الاوامر تاع الباراثورمون دونك باسكو راهو جايهم 3 sources le calcium. Il faut compenser l'état. Donc, j'ai par l'hyperrésorption osseuse, l'hyperabsorption digestive, et aussi on a comme l'absorption digestive secondaire à l'hypercalciurie, l'augmentation du taux de vitamine D, d'accord, qui va améliorer les choses. Et améliorer les choses veut dire augmenter le taux de calcium. L'hyperparathyroïdie primaire traduit dans 80% des cas un adénome simple, veut dire un cancer simple, et dans 15% des cas une hyperplasie des 4 glandes. Donc, on a un problème tissulaire, veut dire ça a un changement le compartiment cellulaire du tissu de donc de la parathyroïde. D'accord. Et le carcinome parathyroïdien, je veux dire un tumeur malin, vraiment le forme maligne de l'hyperthyroïdie primaire, est exceptionnel de 1% et s'accompagne d'une hypercalcémie sévère. Donc on va avoir un taux qui est supérieur à 3,5 mmol par litre ou 140 mg par litre mal toléré. On dit donner le coma. Donc on fait un badaf les signes cliniques. Donc l'hypercalcémie va être le coma. D'accord, là, le patient, mais c'est pas toujours les signes sont évocateurs vers une hypercalcémie. Je donne comme avis. L'hypercalcémie ou l'hypocalcémie,
ce sont des diagnostics d'élimination. مش أول ما يدخل الباتient راح نقول عنده hypercalcémie. راح يحط لي signes cliniques. Donc c'est beaucoup plus les signes cliniques orientent vers un trouble neurologique, d'accord, et ou un trouble métabolique. Neurologique, on va examiner, on va faire un examen clinique neurologique complet, donc rien à signaler. Donc on va mettre à la tête l'hypercalcémie ou l'hypocalcémie comme un diagnostic différentiel à éliminer s'il n'y a pas une altération neurologique. D'accord? Donc, comme on a mis l'hyperparathyroïdie primaire, on a l'hyperparathyroïdie secondaire, réaction à une hypocalcémie. D'accord? Maintenant, ça une hypocalcémie, le corps, elle va sécréter le parathormone, les réactions. D'accord? Donc, l'hyperparathyroïdie secondaire ne s'accompagnait pas d'hypercalcémie. D'accord? Elle est bien comme il faut, donc elle va compenser l'état de l'hypocalcémie. D'accord? Maintenant, l'augmentation de la sécrétion de la parathormone par les glandes parathyroïdiennes est secondaire à une hypocalcémie. Mais l'hyperparathyroïdie primaire, mais كانت الامور زي العسل بصح واش صرا هنا كاين un problème vraiment tumoral et cancéreuse, d'accord, ou un problème donc anatomopathologique, donc soit des adénomes, soit des hyperplasies des glandes, soit des carcinomes. Donc elle va changer vraiment l'état et elle va sécréter plus de parathormone sur le calcium qui est déjà normal dans la circulation générale et elle va augmenter leur taux. Troisième type d'hyperparathyroïdie, c'est l'hyperparathyroïdie tertiaire. S'il vous plaît, ركزوا مليح على le type d'hyperparathyroïdie parce que راهم يسقسوا عليهم ويشكشكوهم في الكسير. يدخلك لي بريمات secondaires, يدخلك في tertiaire. Donc chaque type, tu dois bien comme il faut, باش ما يخلطوكمش في الكسير. Donc l'hyperparathyroïdie tertiaire est une complication de l'insuffisance rénale chronique. D'accord, survient après une longue période de l'hyperparathyroïdie secondaire non traitée par l'hyperplasie, puis l'autonomisation des glandes parathyroïdiennes. L'hyperparathyroïdie tertiaire entraîne une hypersécrétion autonome de parathormone indépendant de la calcémie. Le contrôle qui se fait par la calcémie pour contrôler le taux de parathormone, c'est augmenter vraiment, c'est pas la peine de sécréter le parathormone. Si le contraire, on va les sécréter. Donc cette balance ou ce rétrocontrôle vraiment, il est altéré malheureusement. Il va favoriser l'apparition de l'insuffisance rénale chronique, vraiment la filtration glomérulaire, mais donc elle va faire toutes les capacités. Mais malheureusement, le tissu rénal ou le glomérule, vraiment, il est altéré et il va donner une insuffisance rénale chronique. Inch'Allah, l'insuffisance rénale, on va la vidéo complète sur le cours de la physiopathologie, on va aller en détail. D'accord. Pour les signes cliniques, ils dépendent du degré de l'hypercalcémie, selon on a des stades, d'accord, mais hypercalcémie ça. Donc on a des stades, d'accord, entre 2,2 et 2,6 mg par litre. Donc on a des grades de l'hypercalcémie, d'accord, pour باش نوصلوا للليفل الوحش اللي هو l'hypercalcémie maligne qui va favoriser l'état du coma. Donc il dépend du degré de l'hypercalcémie et la vitesse d'installation de celle-ci selon le type de l'hyperparathyroïdie. Donc l'hyperparathyroïdie se vend asymptomatique, découverte fortuitement par la biologie. Donc malheureusement, qui m'a dit le patient avec des signes qui ne sont pas orientateurs vers l'hyperparathyroïdie. Donc lorsqu'on va doser, par exemple au cours de l'ionogramme, d'accord, on va demander un ionogramme avec la calcémie de façon toujours systématique, d'accord. Un bilan normal, je demande la calcémie, je trouve la calcémie augmentée. Et un bilan vraiment normal, comparément les autres constants. Donc, les problèmes parathyroïdiens, d'accord. Mais comme des signes cliniques, vraiment, ne sont pas orientateurs, tout simplement. Donc, les signes sont peu spécifiques et trompeurs. Elle va tromper le médecin. Et parce que le diagnostic de l'hyperparathyroïdie est vraiment
biologique. Donc on trouve des fatigues, des anorexies, des douleurs abdominales et des constipations. Les signes neuropsychiques sont fréquents, des troubles de la mémoire et des dépressions et des anxiétés. On a le calcium qui يدخل في la transmission تاع le message nerveux, donc يدخل les cellules présynaptiques, elle va favoriser dans les vésicules synaptiques les موجود فيها l'acétylcholine, يروحوا vers la fente synaptique, puis la sécrétion de l'acétylcholine, puis راح يروح لنا vers la cellule postsynaptique et la transmission du signal nerveux. Donc l'augmentation de ce taux, elle va vraiment altérer la transmission nerveuse et le patient il peut avoir des signes neuropsychiques comme les troubles de la mémoire et la dépression et aussi l'anxiété. ما تنساوش في l'interrogatoire d'interroger le patient sur les humeurs. Est-ce que راك تقلق بزاف؟ Est-ce que المزاج نتاعك vraiment ماهوش ثابت على الايامات هذو؟ l'hypercalcémie vraiment elle va donner ces signes là. Donc, on va parler de l'hypercalcémie aiguë. On va faire un épisode sur les stages. D'accord. L'hypercalcémie aiguë, donc elle n'est pas chronique, pas vraiment de compensation, les signes cliniques jouent de façon brutale. Donc, en première du temps, des troubles digestifs, des anorexies et des nausées et des vomissements sont fréquents lorsque la calcémie est 3 millimoles par litre. Donc, ou 120 mg par litre. Là, ممكن نغلط في les unités. Là, c'est pas mg par litre, c'est millimol par litre. D'accord? صحوها برك. Donc, là, إذا وصلنا للجراد تاع 3 millimol par litre ou 120 mg par litre, donc on va avoir des signes et des troubles digestifs, sont des anorexies, des nausées et des vomissements. Rare poussée de pancréatite aiguë. Donc la pancréatite aiguë, tout simplement, c'est une obstruction du canal principal pancréatique, c'est le canal de Wirsung. Tout simplement, on a beaucoup d'étiologies, mais les étiologies plus principales, c'est par exemple les calculs biliaires. Donc elle va obstruer le sphincter d'Oddi et on a donc les protéines vraiment pancréatique, il y a une autodigestion de la pancréas et elle va donner vraiment des états mal pour le patient, des douleurs abdominales en barre qui sont épigastriques, d'accord, irradiant vers le dos. Ça touche le tableau de la pancréatite aiguë, mais donc c'est très rare d'avoir une pancréatite aiguë lors d'une hypercalcémie et du mécanisme incertain ou des ulcères gastro-duodénales. D'accord, des troubles neuropsychiques, donc on trouve des asthénies, des déficits cognitifs, d'accord, des troubles de la mémoire, d'accord, les aphasies, les apraxies, d'accord, et des troubles de l'humeur peu spécifiques, d'accord. C'est beaucoup plus l'humeur, c'est spécifique pour le vitamine D, mais maintenant ça je te barque l'interrogatoire, d'accord. Aussi on a des confusions, des épisodes, des hallucinations, les hallucinations sur et Allah alhamdoulilah. يكون الباتيون يتهيأ له اشياء par exemple ou les hallucinations vraiment عندها un pronostic vital grave على l'état psychique du patient يولي الباتيون يتخيل لك انت قاعد هذا يتخيل كل شغل باش تقول له ولا حاجه وصات beaucoup de choses vraiment agressives qui sont faites par les patients dans des hallucinations وصلنا حتى des cas mortels, d'accord. Et des communs si l'hypercalcémie est sévère. Tout comme je fais l'hypercalcémie, si elle est sévère, donc elle va donner le commun. Des troubles cardiovasculaires aigus, des hypertensions artérielles, bien sûr. Pourquoi pas, à le traitement d'hypertension artérielle, on va donner les anti-inhibiteurs calciques, d'accord. De la cardiologie, donc les nerfs parce qu'elles vont augmenter l'excitation cardiaque, d'accord, l'hypercalcémie. Et on a diminution de l'espace QT qui risque du trouble du rythme. Donc elle va favoriser beaucoup d'états, des tachycardies ventriculaires, beaucoup d'états de trouble du rythme, peut-être la diminution de l'espace QT, d'accord. Et on a quatrièmement la déshydratation d'origine rénale, donc la polydipsie, donc elle va sembler le diabète ici, résistance rénale à l'action de l'ADH, donc un diabète insipide néphrogénique. Et on a aussi la tendance de la déshydratation
extracellulaires et les plus importants, donc les pertes hydrosodées, c'est la résistance et la déshydratation, entraînent une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Je mets une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Donc, l'insuffisance rénale aiguë a d'abord trois parties, ou trois types. On a l'insuffisance rénale fonctionnelle, et on a organique et on a post-rénale. Fonctionnel, mais tu as un problème fait débit. Donc, ça a des pertes hydrosodées. Le débit, il est vers les reins. D'accord? Les pertes hydrosodées, la volume est diminuée. D'accord? La volume est diminuée. Pas de débit vraiment sanguin suffisant pour les reins. Donc, elle va souffrir et elle va donner une insuffisance rénale. D'accord? Aiguë. On a le deuxième type, l'insuffisance rénale aiguë organique. Maintenant, le problème, c'est le tissu de la glomérule ou le tissu rénal en général, comme la glomérulonéphrite aiguë, d'accord, qui va donner une insuffisance rénale organique aiguë, d'accord. Et post-rénale, par exemple, les voies excrétrices, comme les urtères, d'accord, une obstruction par un calcul, par exemple, calcique, elle va obstruer vraiment l'urtère, puis les urines, parce que les reins sont sains, ils les reins, les voies urinaires excrétrices, c'est une obstruction et la pression est augmentée, le conduit de l'urtère, les urines vers le مسار المعاكس et elle va donc donner des déchirures et des troubles histologiques sur le tissu rénal qui va favoriser l'insuffisance rénale. D'accord. Puis l'hypercalcémie chronique, madame l'hypercalcémie aiguë, donc on a des troubles digestifs, des troubles neuropsychiques comme les asthénies, les confusions, les hallucinations, d'accord. Si elle est sévère, d'état de coma. Sur l'état cardiaque, donc elle va augmenter l'excitation cardiaque, donner une hypertension artérielle et risque de troubles du rythme qui sont mortels vraiment. Aussi, elle va donner une déshydratation d'origine cardiaque, rénale, pardon, qui va favoriser l'apparition d'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Et donc, deuxième type, c'est l'hypercalcémie chronique. Donc, elle va donc l'hypercalcémie chronique qui est de façon colonique. Maintenant, il y a une dépôt de calcium au niveau rénal. Donc, ce dépôt est tellement à la badam, il va me donner les thiazénos. D'accord, maintenant l'apparition des lithiazénaux, les insuffisances rénales chroniques par l'hypercalciurie prolongée avec des dépôts tubulo-interstitiels du calcium, la néphrocalcinose, et on a des troubles cardiovasculaires, des dépôts calciques dans les artères coronaires et les valves et les fibres myocardiques. Donc les nerfs, par exemple, les valvulopathies. شوفوا les valvulopathies إذا نحكوا l'état calcifiant خلاص l'état الآخر تاع les valvulopathies donc vraiment elle est mortelle إذا ما لحقناش le patient معناتها l'état cardiaque sont vraiment mal donc pas de par exemple le valve mitrale comme exemple donc la valve mitrale elle va maintenir le sang donc de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche donc s'il y a une serrement معناتها تولي serré بسبب les dépôts de calcium donc a donné un rétrécissement mitral. Donc les rétrécissements mitral حاولوا تخيلوا معايا les cas اللي حيصيروا. Donc rétrécissement mitral, le sang est stagné au niveau de l'oreillette gauche. On a le ventricule gauche. Première du temps, une éjection du sang vers les organes. Ça a une anoxie tissulaire, n'importe quelle région. D'accord. Deuxième des choses, qui les deux sangs elle va coaguler. D'accord. Ça, قبل ما coaguler. وش راح يدير؟ Le sang هذاك راح يهز شغل الطريق العكسي اللي هو يروح les veines pulmonaires puis les veines pulmonaires راح يروح vers l'artère pulmonaire puis l'interstitium et vers donc l'alvéole. Il va donner une OAP, œdème aigu du poumon. Puis troisième des choses, avec l'OAP, la coagulation du sang au niveau de cette cavité, vraiment, elle va donner des emboles qui
sont migrées et elle va donner des embolies pulmonaires, des infarctus cérébraux comme les AVC, donc des AVC ischémiques, soit donner des accidents ischémiques transitoires qui va favoriser l'apparition des AVC après. Donc, comme تتخيلوا في الكارثه اللي ديرها l'hypercalcémie chronique, d'accord. Et aussi dans des artères coronaires, donc elle va donner des EDM, d'accord. Et la première situation sémiologique qui est l'hyperparathyroïdie, notre deuxième situation c'est l'hypoparathyroïdie. D'accord. La diminution primitive de la parathormone a pour conséquence une hypocalcémie. D'accord, mais t'as pas de sécrétion de parathormone, ça a la résorption osseuse, donc pas de synthèse de vitamine D bien comme il faut, pas d'absorption intestinale, c'est le schéma contraire, d'accord. Et une phosphatémie, le parathormone qui يحرم على le phosphore ما يخليش une réabsorption tubulaire, vraiment il est libre. Donc le phosphore donc il est supérieur à donc 1,4 millimoles au 43,3 mg par litre. La calciurie dépend de la charge filtrée du calcium qui baisse avec la calcémie. Donc, pas de calcémie bien sûr, pas du calciurie, d'accord. Le corps déjà souffre le calcium au niveau rénal, pas de logique. Et de la réabsorption tubulaire du calcium qui est stimulée par le parathormone et inhibée via le récepteur du calcium tubulaire. Au cours de l'hypoparathyroïdie, l'effet est net et une calciurie basse permet les signes biologiques vraiment les examens complémentaires lorsque vous demandez des chimies des urines, des hypocalciuries, d'accord. Les causes de l'hypoparathyroïdie, donc les étiologies, soit asquise post-chirurgicale plus fréquente suite à une chirurgie parathyroïdienne. Une chirurgie parathyroïdienne, par exemple, au cours des chirurgies thyroïdiennes, par exemple, on a une adénome thyroïdien, donc n'importe quelle chose. Donc, les chirurgien, la parathyroïde par faute, il va donner une vraiment altération de la fonction de la parathyroïde, et pas de sécrétion de parathormone et qui va donner ces dégâts. Soit parathyroïdien, soit thyroïdien, soit ou cervical radical pour les cancers ORL. D'accord? Mais il y a des la parathyroïde, se suspecte que ça a un problème de la parathyroïde. Ou le problème, c'est par l'infiltration du tissu parathyroïdien, qui est rare par les amyloses, par exemple. Donc le tissu يتعمر بالبيتا amyloïde, des granulomes ou du cancer métastasique. D'accord? Les cancers vraiment sont rares au cours de la glande parathyroïdienne. D'accord? Soit génétique, qui est rare, l'expression clinique de l'hypocalcémie est très variable, elle dépend donc au niveau de l'hypocalcémie et sa vitesse d'installation. Elle peut être modérée et lentante, en règle bien tolérée, mais aussi très sévère et menaçant le pronostic vital. Donc, comme l'hypercalcémie, il a une hypocalcémie sévère, ça en a des dégâts. Donc l'hypocalcémie sévère ou l'installation rapide qui est d'épisodes aigus s'accompagne des signes neuromusculaires. Donc nous les signes cliniques, ils sont corrélés avec la profondeur de l'hypocalcémie. Le stade de l'hypocalcémie. Donc soit une diminution légère, les signes, ça arrive le patient normal, mais s'il y a vraiment une baisse profonde et significative, donc on va trouver beaucoup de signes et l'épisode est aigu et voir des problèmes vraiment intéressants. Et sa rapidité d'installation. On a deux choses, la profondeur de l'hypocalcémie et la rapidité de l'installation. Les manifestations neuromusculaires spontanées sont en premier plan, les problèmes neuromusculaires. On a gardé paresthésie distale, des crampes musculaires, aussi des spasmes laryngés, de la laryngospasme, problème في le larynx, donc problème la phonation, d'accord, des tétanies voire des confusions s'il vous plaît. من هنا جاني ليستاج تاعي دونك باش نحكيكم الحكايه. دونك هنايا جانا ان كوافور حلاق، قلنا كنت نحفف الواحد، كنت شاد اللام كنت نحفف له، puis dans une seconde ولا ملي سكوند دايوغ واش صرا، قال لك
قال لنا يا ربي شواربي نصهم حبسوا داكوغ قوا رجليا ما عادش طايق نحس بهم شغل تخضروا داكوغ ايديا ولات ندير دي موفمون ميسكولير شغل تونيكو كلونيك فريمون في نيمبورت كال اندروا قريب من نفسد وجه اللي كان يحفف عندي اي بعدا طاح داكوغ لهنايا ابخي ان اكزامان كلينيك نورولوجيك فريمون با سيني اورينتاتور نشكينا في ليبوكالسيمي d'accord puis demandez ما كاش كان الكالسيمي في l'hôpital demandez ailleurs et l'hypocalcémie c'est toujours un diagnostic d'élimination après les problèmes neurologiques donc il y a un patient par des paresthésies distales des spasmes laryngés par exemple des crampes musculaires il faut maintenant les crampes musculaires éliminer un syndrome myogène des paresthésies distales نخاف من les AVC choc toujours fait les problèmes neurologiques puis تروح vers ces problèmes d'accord la tétanie correspondant cliniquement à des spasmes musculaires diffuses beaucoup de territoire et parfois localisé. Au visage, on a le bouche en mousseau de tanche. C'est très significatif ce signe-là. En membre supérieur et inférieur, c'est le spasme carbo-pédal. راح نشوفوها في الفيغور 1 et 2 d'accord راح نلقاو flexion du poignet et des articulations métacarpophalangiennes déformation des doigts et les doigts en hyperextension et flexion du pouce dit en main d'accoucheur لهنايا معناتها راح تبان لكم لا ديفورماسيون تاع لي ممبر سوبيريور تاعو سوا بلا لا فليكسيون دو poignet et les flexions des articulations métacarpophalangiennes et les flexions du pouce et les extensions تاع les doigts et membre inférieur il réalise une hyperflexion plantaire du pied et des orteils envers UGK donc déviant en dedans et vers le bas نشوفوها في الفيغور صح d'accord puis pour les manifestations cardiaques de l'hypo donc l'hypocalcémie, élargissement de l'intervalle cuté, c'est le contraire de le premier, l'hypercalcémie qui va diminuer l'intervalle cuté, qui peut se compliquer d'un bloc auriculo-ventriculaire vers une fibrillation ventriculaire. C'est quoi le bloc auriculo-ventriculaire? حنا عندنا لي فوا دو كونديكسيون ما عادش ندخلكم شويه في الكارديو دونك عندنا لي فوا دو كونديكسيون تبدا من لو نو سونيزال بي تروح لنا فيغ لو نو auriculo-ventriculaire puis راح تروح لنا دونك لهنا راح هنا عندنا لوريات غوش هنا لوريات دروا معناتها هو الاول اللي تصرا له الستيمولاسيون الكتريك puis عندنا لهنا لو ventricule droit ولهنا لو ventricule gauche d'accord c'est ça le cœur d'accord واش راه يصرا donc لهنا من بعد عندنا le faisceau du His qui va propager pour le ventricule droit et le ventricule gauche puis on a le faisceau de Purkinje qui va donner pour le reste du myocarde donc لهنايا يحصلنا un bloc auriculo-ventriculaire معناته راح يصلنا بروبلème في le nœud auriculo-ventriculaire معناتها pas de passage de stimulation électrique du flux électrique des oreillettes vers les ventricules donc لهنا واش يصلنا تصير une fibrillation ventriculaire معناتها les ventricules راح يولوا شغل يرعشوا واش معناتها fibrillation ventriculaire يحاولوا يديروا دي contractions شغل répétées pour compenser l'état mais حطوا في بالكم la fibrillation ventriculaire إذا ما لحقناش le patient dans 3 minutes elle va donner une anoxie cérébrale et elle va donner un arrêt cardiaque et l'état de mort donc le traitement de la fibrillation ventriculaire c'est le choc donc le choc électrique externe. On va choquer le patient pour réguler l'électricité bien comme il faut. Donc, on d'accord comme l'activité physiologique le non auriculo-ventriculaire, elle va qui gêne le stimulus électrique le non sinusal. Donc, elle va bloquer un peu ce stimulus هذا ما تلقاو pour donner un temps pour les cellules myocardiques d'accord هذا وين تشوفوا في l'espace PR d'accord c'est ça l'espace PR d'accord l'espace PR c'est le bloc transitoire qui se fait par le nœud auriculo-ventriculaire c'est un vraiment bloc physiologique mais en cas d'une hypocalcémie on a un bloc auriculo-ventriculaire vraiment réel qui va donner une fibrillation ventriculaire.
Aussi les troubles neuropsychiques, modification de l'humeur, des agitations et des insomnies. Les agitations qui vont le patient, des mouvements vraiment musculaires sont pas contrôlés, des syndromes dépressifs, perte de mémoire, des troubles cognitifs et des confusions voire des hallucinations. À l'examen clinique, des signes provoqués assez significatifs de l'hypocalcémie peuvent être recherchés notamment dans les formes latentes. Je veux dire, les signes sont des signes de l'hyper-excitabilité neuromusculaire. C'est le signe de Chvostek. Donc, c'est une contraction faciale déclenchée par la percussion du nerf facial, donc au-dessus de l'os zygomatique. Donc la positivité du signe se manifeste par une contraction du muscle supérieur du lèvre, induisant une contraction de la bouche réalisant qui est convenu d'appeler un monsieur de tanche. Donc les nerfs sont des choses. Donc on va percuter le trajet du nerf facial qui est situé dans l'os zygomatique, puis quand on va percuter, vraiment une contraction le muscle de la lèvre supérieure, et aussi en même temps, comme vous voyez dans cette image, d'accord, et aussi la contracture de la bouche qui va le signe de Chvostek qui va vraiment orienter vers l'hypocalcémie. D'accord. Puis le signe du Torusu et les déclenchements d'une flexion du poignet et des articulations métacarpio-pharyngéennes et les doigts en hyper-extension et flexion du pouce, c'est le main d'accoucheur, par l'occlusion de l'artère brachiale à l'aide d'une brassière maintenue au-dessus de la pression systolique pendant 3 minutes. Sous la tension du patient, bien comme il faut le brassard, elle va serrer la main et l'aspect qui va orienter vraiment l'aspect de cette main de ce patient-là, elle va orienter vers l'hypocalcémie. D'accord? Il y a le signe de Torusu. C'est ça la main d'accoucheur. La forme تاعها. D'accord? هذوم لي فوتو اللي قلنا لكم باش تشوفوها. دونك قلنا باللي في لي مونبر سوبيريور راح نلقاو فليكسيون دو بواني, قلنا راح نلقاو aussi flexion des articulations métacarpophalangiennes et راح نلقاو aussi une flexion du pouce, donc اللي هو عندنا la main d'accoucheur, et c'est ça le pied équin, d'accord, qui est dévié en dedans et vers le bas, d'accord, comme vous voyez dans cette image, d'accord. Ce sont tous orienté vers l'hypocalcémie et va donner l'aspect du spasme corporel, comme vous voyez dans ces figures. D'accord. Puis l'hypocalcémie peut se relever par des signes aigus comme les tétanies, les confusions et les laryngospasmes. Je fais les 3 signes, d'accord. Maintenant, ce sont des signes neurologiques. D'accord. Des signes chroniques, moins des signes neuromusculaires patentes et plus des signes non spécifiques. L'état chronique, elle n'est pas orientateur, d'accord. Et donc de façon fortuite comme dans le début du cours, donc de façon fortuite par un bilan biologique, donc non spécifique, voire des complications notamment ophtalmologiques comme le cataracte, dentaire, altération des émails, l'hypoplasie dentaire, des dents striées, érodées, voire des absences des dents, surtout chez les enfants, parce que le calcium trop la structure t'as les dents, d'accord. Des troubles des fanères non spécifiques, نقول الأظافر تتكسر, نقول شعر يطيح, d'accord, ou jef, donc des peaux sèches, جلد ناشف, et des ongles striés et cassantes et des cheveux secs et fins. Merci pour votre attention et bon courage.